Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon type de Red Dot préféré, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaite préciser que je ne recommande pas l'utilisation de tel ou tel Red Dot ou l'achat de tel ou tel Red Dot. Je vais vous confier les conclusions de mes expériences, que ce soit en dominical ou en OP, donc ce sont les expériences du terrain, ce n'est pas des expériences ou des expérimentations en studio, donc c'est en action. Mais encore une fois, ça me correspond à moi. À vous de voir si vous pouvez vous en inspirer ou pas. Et j'ai décidé de parler de type de Red Dot pour ne pas aborder telle ou telle référence qui désavantagerait dans la compréhension les débutants et sans froisser non plus les oreilles de certains qui aimeraient que je donne les sigles spécifiques ou les correspondances spécifiques. D'accord ? Donc je vais parler de type de Red Dot. De manière générique, si vous souhaitez vous acheter du gear Russo, n'oubliez pas que j'ai en description un lien qui vous permet d'accéder au site Soyuz Gear. Voilà, c'est la seule façon d'avoir aujourd'hui du gear russe de qualité neuf, je précise bien neuf. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il vous suffit, lorsque vous faites vos courses chez Airsoft Entrepôt, d'utiliser le lien qui est en description. Et ce sera quelques euros qui reviendront pour pouvoir acheter des éléments de ce studio. Alors, voilà comment j'ai découpé ma revue. Dans un premier temps, je vais parler des 5 raisons de l'utilité d'un Red Dot selon moi. D'accord ? Ensuite, je vais vous confier ce que j'attends d'un Red Dot. Là, j'ai 6 critères, et c'est à partir de ces 6 critères que là, j'ai positionné un certain nombre de répliques sur ma table, et que je vous dirai, voilà, celui-ci, il a tel avantage, tel inconvénient, mais moi, c'est pas mon préféré, et à la fin, je vous présenterai celui que je préfère. D'accord ? Alors, quelles sont, selon moi, et c'est vraiment selon moi, exclusivement selon moi, les 5 raisons de l'utilité d'un Red Dot. La première chose, c'est le tir réflexe au-delà de 40 mètres. Moi, je considère que lorsqu'on n'a pas de Red Dot et qu'on est en deçà des 40 mètres, à moins de 40 mètres, le tir au lancer, c'est-à-dire je dirige le canon, je tire, suffit largement et il n'est pas nécessaire d'avoir un Red Dot la plupart du temps, surtout si on a l'habitude de faire de l'airsoft ou si l'on est chasseur ou si on a l'habitude du tir sportif. D'accord ? Par contre, quand on doit tirer au-delà de 40 mètres, moi, à titre personnel, je ne vois plus ma bille, je trouve que l'engagement rapide au-delà de 40 mètres, c'est-à-dire qu'on n'a pas à aligner les organes de visée, puisqu'on a un point rouge ou une croix, bref, un réticule, est vraiment facilitateur. Donc, première chose, le tir réflexe au-delà de 40 mètres. Deuxième raison, selon moi, le tir de précision sur une zone partielle du corps à n'importe quelle distance. Le haut d'un casque, une manche, un pied, un morceau de cuisse, un sac à dos. J'ai besoin de positionner précisément mon point rouge. J'ai travaillé le réglage de ce point rouge et je sais que je vais pouvoir faire un tir de précision, même au travers d'une fenêtre. C'était la deuxième raison. Troisième chose, l'acquisition à longue distance. Je l'ai dit précédemment, je perds, moi, la vision sur ma bille au-delà de 40 mètres. Donc si j'engage à 60-65 mètres, je n'ai plus aucun repère. D'accord ? Je vais avoir mes organes de visée, et si j'ai que mes organes de visée, ça peut être compliqué, d'autant que ma vision déficiente d'homme de 50 ans fait que les organes de visée dans les 30 cm commencent à devenir flous, et je suis bien content d'avoir le repère du point rouge, au moins pour ma dérive. Ensuite, je vais travailler mes tirs sur ma hausse pour essayer de toucher ma cible au-delà de 60 mètres, et je verrai la réaction de l'adversaire. Quatrième raison, l'acquisition à la première bille. C'est-à-dire que je vais additionner les 3 premiers critères pour que, lorsque je suis bien caché et que je souhaite toucher à la première bille, pas à la 3e ou à la 4e, qui permettent au gars soit de m'entendre, soit d'entendre les impacts autour de lui, je veux toucher à la première bille, eh bien, quelle que soit la distance, que ce soit en réflexe ou parce que je ne vois pas ma bille, je pose le point rouge, je tire, en espérant que le lanceur aura un fonctionnement générique, classique et pas aléatoire, et que je pourrai avoir la performance attendue et toucher à la première bille. Dernière chose, c'est ce que j'appelle l'acquisition au désépaulé, c'est-à-dire je vais avoir le besoin, parce que le mur est sur ma gauche, de désépauler ma réplique et de fermer mon œil directeur, qui est le droit pour moi, pour engager à l'épaule gauche, okay, pour m'ouvrir un angle beaucoup plus grand alors que je suis gêné par un mur devant moi, eh bien le point rouge va me permettre
de faire une acquisition plus efficace avec mon œil non directeur. D'accord? Donc je répète, je désépaule, je ferme l'œil directeur qui est le droit pour moi et je viens chercher le point rouge alors que j'ai épaulé à l'inverse, côté gauche. Normalement, j'épaule à droite. Bien. Ce sont les 5 raisons qui justifient pour moi que moi j'utilise un point rouge. D'accord? Pas que l'on utilise. D'accord? Je parle vraiment pour moi. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'attends d'un red dot? Parce que si je vous dis que je préfère celui-là, ça devient du placement de produit. Non, je vais vous expliquer quels sont les critères pour moi. 1, il doit être le moins encombrant possible. Tout ce que vous mettez devant vous, la réplique, nécessairement, et les organes de visée, et le support, et le laser, et la lampe, et le PEC, et la sangle, etc., viennent encombrer votre champ de vision et gêner votre capacité soit à percevoir les obstacles, et donc vous risquez l'accident, tomber, soit rend plus difficile votre progression, soit gomme des éléments qui nécessiterait une acquisition parce que vous ne l'avez pas vu, parce que ça crée de l'angle mort. Donc moi, ce que j'attends, c'est que le red dot soit le moins encombrant possible. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne soit pas du tout encombrant, le moins encombrant possible. Deuxièmement, qu'il soit léger. Évidemment, si vous avez un red dot qui rajoute 20% au poids total de votre fusil d'assaut, il y a un réel problème. Moi, je ne vais pas céder pour des questions d'efficacité du système de tir 20% de poids à l'ensemble. Ça, c'est pas possible. Donc, le plus léger possible. Ensuite, la question de la luminosité. Vous allez me dire, bah oui, c'est un red dot, il est lumineux. Ah non, certains red dots qui vont avoir une focale très importante et qui vont donc permettre une entrée de lumière très importante à l'intérieur du dispositif, eh bien, lorsque l'on a ce type de red dot, et j'en ai sur ma table, vous allez avoir une réduction de la luminosité du réticule et éventuellement une disparition de celui-ci. Donc la luminosité pour moi du red dot est fondamentale. Quatrième chose, l'efficacité des réglages. Et non, ça n'est pas juste j'en prends des chers ou j'en prends des pas chers. On va avoir des red dots qui sont globalement mal répliqués et qui, classiquement, traditionnellement, ont des problèmes de zérotage, c'est-à-dire le fait que lorsque vous travaillez la dérive et la hausse de ce point rouge par rapport à la trajectoire de la bille, eh bien, vous n'arrivez pas à faire votre réglage et ce red dot est inutilisable. Ensuite, la question de l'adaptation anatomique. L'adaptation anatomique, c'est le fait que lorsque vous épaulez votre réplique de manière réaliste, forcément, si vous épaulez comme ça, ou si vous épaulez comme ça, ou si vous épaulez comme ça, vous n'allez pas avoir la même efficacité que si vous prenez une épaulée réaliste, d'accord, et que vous venez chercher l'organe de visée. Je vous donne cet exemple-là, vous le verrez peut-être. Là, ici, on est sur un organe de visée red dot de type T1 ou T2 qui va être trop haut, parce que lorsque j'appuie ma joue, eh bien, le point ici, regardez, arrive au milieu de mon front, d'accord? Donc j'ai délibérément utilisé un point rouge qui n'est pas adapté à la réplique, et regardez, si je fais une épaulée type airsoft comme ça, où je n'appuie pas ma joue, ça fonctionne. Si je fais une épaulée réaliste, où j'appuie ma joue, eh bien, je ne vois pas le point rouge, d'accord? Donc, on peut avoir des points rouges qui, en fonction des types de crosse que vous avez, ne s'adaptent pas ou sont particulièrement exigeants. Donc moi, j'ai besoin que ce point rouge soit lui-même adaptable par rapport à notre anatomie, que je ne sois pas limité à un certain nombre de répliques, parce que le point rouge, lui, serait très exigeant, d'accord? Parce qu'il serait très très haut, ou parce qu'il serait très très bas, d'accord? Et il faut savoir que sur les plateformes russes, les plateformes de fusil d'assaut, on a régulièrement des crosses sans système d'appui-joue à hauteur variable. Ce qui est un peu moins le cas, on va dire, sur les fusils d'assaut d'autres nations, même si aujourd'hui, avec la commercialisation, on va dire, de toute la technologie des garnitures Zenitco, on va avoir de plus en plus de choses, comme on peut avoir ici. Voilà, vous voyez, là, on a un système d'appui-joue rehaussé et réglable qui va permettre, évidemment, une plus grande adaptabilité. Alors, le dernier critère, le critère numéro 6, c'est le critère du réalisme. Moi, je ne suis pas dans Star Wars, donc je ne vais pas utiliser quelque chose qui ne serait pas la réplique d'un véritable red dot. Donc,
lorsque cet élément n'existe pas dans le réel ou s'il n'est pas vu chez les opérateurs qui portent tel ou tel type d'armement, moi, je vais avoir tendance à l'écarter. C'est pour vous dire que ces critères sont vraiment très personnels. Maintenant, la question des types de red dot et lequel moi je préfère. Je vais commencer par les mini-dots. Le mini-dot, j'en ai un là ici dans ma main. Regardez la taille que ça représente. On est sur quelque chose qui est extrêmement contenu et qui, nécessairement, vous l'imaginez bien, va répondre à un certain nombre de mes critères. La problématique de ces mini-dots, de ce que j'ai observé, et qui sont du gabarit un peu des RMR qu'on peut retrouver sur les pistolets, c'est qu'ils sont souvent moins précis à longue distance, même si on peut parfaitement utiliser ce genre de réplique sur un fusil d'assaut. Moi, je l'ai déjà utilisé sur un ST12, c'est-à-dire sur un calibre 12, un fusil à pompe en entraînement en stand de tir, et ça marche parfaitement bien. Je l'ai déjà utilisé aussi sur fusil de chasse, avec du gros calibre, ça marche très très bien. Oui, mais on n'est pas sur des répliques. On est sur des mini-dots qui sont faits pour. Les répliques, souvent, sont pas si efficaces sur les mini-dots et ont tendance à être moins précis à longue distance. Et souvent, on a ce sentiment de manque de réalisme quand ils sont positionnés sur les fusils d'assaut parce qu'ils sont tout petits. Et effectivement, pour ainsi dire, on ne voit jamais d'opérateurs avec des mini-dots sur des fusils d'assaut au moins russes. La problématique numéro 2, c'est qu'il y a une forte exigence anatomique, c'est-à-dire que c'est tout petit, c'est très bas, et donc si effectivement vous n'avez pas la possibilité d'adapter la position de votre visage par rapport à votre mini-dot, eh bien il peut y avoir une vraie problématique à venir chercher le point rouge et à l'aligner avec la cible. La problématique suivante, elle est peut-être annexe, mais moi je trouve que c'est un véritable avantage quand on peut trouver en sortie d'usine des red dots qui sont déjà de couleur tan, ce qui nous évite de faire un paint. Et là par exemple, moi des mini dots de couleurs bizarres, genre bleu acier ou rose ou rouge, on en trouve, mais des jolis en tan de qualité, on n'en trouve pas, et c'est un critère aussi pour moi. Je vous donne un exemple. Là, sur mon SR3, je l'ai monté, j'ai fait une petite modification pour avoir un red dot positionné sur le dessus, mais quelque chose de très très compact. On est sur une crosse qui ne s'utilise pas avec une position de la joue appliquée, puisqu'on est sur deux barres métalliques très acérées, d'accord. Et là, effectivement, c'est tout à fait pratique d'utiliser un mini-dot. Je l'ai utilisé et je vous montre un contre-exemple. Là, je l'ai positionné sur un VSS Vintorez, ici, qui a un rail Picatinny sur le dessus, vous voyez. En dehors du fait que c'est extrêmement moche, lorsque je positionne ma joue sur l'appui-joue, mon regard se porte nettement au-dessus du point rouge et j'ai des difficultés à venir engager le point rouge. D'accord? Donc là, contre-exemple, moche, peu réaliste, avec des problématiques d'adaptation anatomique, parce que là, j'ai un appui-joue et que cet appui-joue est fixe. Deuxième type de red dot. On va être sur les types réflexes. Qu'est-ce que j'entends par type réflexe? Je vous mets quelques photos à l'écran. C'est ce type de petit red dot très très plat avec une petite vitre, en fait, une toute petite focale verticale qui va être sur l'avant du système. C'est le red dot qu'on s'achète parce qu'on en trouve vraiment pas cher. Alors ce sont souvent les premières répliques de red dot qu'on s'achète. Il y a énormément de débutants qui utilisent ce type de red dot réflexe, qui sont souvent de mauvaise qualité en réplication. Et même quand on achète un petit peu plus cher, je trouve ça relativement aléatoire en termes de qualité. Au-delà de 40 mètres, on n'a pas la précision attendue. Forte exigence anatomique, puisqu'en fait il est extrêmement bas. Par contre, il est léger, il est peu encombrant, on a différents réticules en forme et en couleur, et il est positionnable à l'avant de la réplique. Je l'ai ici par exemple, voilà, attention, hop, là ici, ma garniture ne permet de positionner un point rouge que sur l'avant. Je l'ai positionné sur une réplique ici, qui fait que lorsque j'épaule, comme c'est sur l'avant, j'ai la possibilité de faire cette acquisition de manière efficace. Et si j'avais un problème, je peux faire un démontage. J'ai toujours mes organes de visée. Et là, on est sur quelque chose de relativement efficace, mais qui, au niveau esthétique, pour moi, n'est pas forcément une grande réussite. Alors maintenant, on va parler des types EOTech. Encore une fois, je vous mets quelques photos. Le type EOTech, je l'ai posé, moi, sur mon petit MP9,
en sachant qu'on est sur un objet qui est exclusivement utilisé en CQB et que je n'utilise jamais sur les parties, on va dire, avec des exigences de tir à grande distance. D'accord? Là, je l'ai positionné à cet endroit-là parce que je trouve que c'est particulièrement adapté à l'utilisation de cette réplique dans un contexte de combat rapproché. Là, regardez ce que ça donne. Ici, voilà. On remarque immédiatement un très fort encombrement sur les répliques à gabarit réduit. Et on va dire que l'essentiel du problème, et j'en avais parlé avec Airsoft Entrepôt lorsqu'ils ont sorti leur EOTech ATM, c'est la luminosité. On est typiquement sur une énorme focale, d'accord? On est sur une énorme focale qui prend la lumière directement, sans protection, et avec des gros problèmes de luminosité, avec éventuellement une disparition du réticule dès qu'on est dans la lumière. L'EOTech de chez ATM est plutôt réussi sur la question, hein, je leur avais fait la remarque tout de suite, j'avais cette crainte-là, il est plutôt réussi. Donc on a souvent des problèmes de luminosité, on va avoir des problèmes d'acquisition à longue distance sur les EOTech de premier prix, et on va être dans l'obligation d'investir en termes de prix pour avoir un EOTech fonctionnel. Donc le fait qu'on ne puisse pas avoir des répliques jusqu'à un certain niveau de prix qui fassent ce qu'on attend d'elles, moi je trouve ça regrettable. Alors après, n'importe quel EOTech de premier prix fonctionne en CQB. Hein. Vous aurez le look, les petits réticules de couleurs différentes, et pour certains, vous aurez vraiment quelque chose qui se règle parfaitement bien. Là, j'ai un EOTech qui n'est pas forcément très haut de gamme, il est inutilisable à l'extérieur. Il est joli, hein, inutilisable à l'extérieur, on voit rien du tout. Bien, on va parler maintenant des types tubulaires. C'est pour ça que je dis, voilà, je parle de type, d'accord? On va dire ces systèmes de red dot à base d'un tube qui va être pris par une bague unique avec un support sur le rail Picatinny, ou qui sera pris par deux bagues comme une lunette, d'accord? Tubulaire. On aura un certain encombrement, puisqu'il y a ce tube qui est évidemment beaucoup plus long qu'un red dot classique, et qui va amener forcément un poids moyen à lourd, sans compter ensuite là où les bagues de montage, voire le support tactique qui est nécessaire à l'installation du red dot sur la réplique. Par contre, on va avoir une excellente précision à longue distance, on va avoir souvent des réglages en hausse et en dérive de bien meilleure qualité, on va avoir une polyvalence à, on va dire, à l'anatomie du joueur et à la forme de son visage et on va dire au type de crosse sur la réplique qui est plus importante parce que vous allez pouvoir choisir les supports et la hauteur des supports pour fixer le tube, d'accord, qui est indépendant des supports, ce qui va vous permettre, on va dire, une plus grande agilité de ce type de red dot par rapport à vos répliques. Je vous donne plusieurs exemples. Là, ici, on est sur un red dot tubulaire de chasse qui est excellent. Alors, pour le coup, ce n'est pas une réplique, mais regardez l'encombrement qui est très important. Et j'ai pu choisir avec un système de montage bas, ici, et par ailleurs, un appui-joue, d'avoir quelque chose de parfait et de cohérent. Et là, cette réplique, elle fait partie de mes répliques que je joue régulièrement. Elle est parfaitement réglée pour moi. Elle est redoutable d'efficacité. Et entre l'appui-joue réglable, la hausse que j'ai choisie de mes supports, le tube qui résiste à n'importe quelle luminosité, on est vraiment sur quelque chose de remarquable. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est pas une réplique, c'est un red dot de chasse. Eh bien, j'ai un autre exemple ici. Ouais, ça fait un petit coup de lumière. Voilà. Ici, on est sur un red dot que je vais considérer comme tubulaire aussi, puisque j'ai pu choisir le support que j'ai positionné. Okay. Par contre, on est sur quelque chose qui est relativement lourd, le support est lourd, le tube est lourd aussi, mais on est sur quelque chose, là encore, qui va permettre d'avoir une prise de visée très efficace, okay, et entre l'appui-joue, le type de support que j'ai choisi et le tube, j'ai la même efficacité, exactement la même efficacité qu'avec mon tubulaire, on va dire RS de chasse. Je vais reposer ça, hop là. Bien, on arrive maintenant au type Russo. Alors on va avoir l'équivalent aussi chez les US, c'est-à-dire des repros qui émanent des firmes de la nation dont vous utilisez les fusils d'assaut. On va dire les types PK ou Cobra, etc., etc.
Alors là, on est sur des objets qui sont chers. S'ils prennent une bille, et là j'ai cassé un PK, on va dire tubulaire, pas celui qui est en déporté latéral, il n'y a pas très longtemps, j'étais dégoûté. D'ailleurs, je n'ai même pas voulu le poser sur la table, je l'ai laissé sur le mur. Donc c'est cher. C'est lourd, c'est très encombrant. Quand c'est cassé, franchement, on est dégoûté parce que ce sont pour nous des pièces de collection. Par contre, la partie positive, c'est Russo, ça donne un vrai look. Souvent, on a des tourelles de réglage extérieures avec du coup une précision et une luminosité qui sont excellentes, surtout si vous prenez chez Vector Optics. Là, par exemple, j'ai ma 74MN montée avec un PKA de chez Vector Optics, voilà, qui est une réplique d'organe de visée russe qui est d'excellente qualité. Voilà, c'est redoutable de qualité. Et par contre, c'est énorme l'apport de poids au niveau de la réplique. L'encombrement de l'objet, c'est énorme. Par contre, c'est super précis, c'est super lumineux, c'est hyper agréable. On va arriver pour finir à mon Red Dot préféré. J'ai dit préféré, j'ai pas dit le meilleur. Celui que moi je préfère, ça va être les types T1 et T2 à support ajustable. C'est-à-dire pas simplement les T1 ou T2 montage haut ou montage bas, parce que l'on peut trouver effectivement en réplique des T1, endpoint T1 ou T2, peu importe ça, la description, je vous mettrai quelques photos, et je vais vous montrer là sur mes répliques, mais dont le support du tube est amovible, ce qui va vous permettre de faire un montage haut ou un montage bas. Parce qu'effectivement, je vous ai montré, alors qu'est-ce que c'est le Red Dot dont je vous parle? C'est ce type-là, voilà, sur mon PP19. Là, ici, on est sur un montage haut qu'on ne peut pas varier, avec un système de fixation QD. Et là, si je n'avais pas eu sur cette crosse un appui-joue réglable, ici, qui me permet d'avoir le point rouge parfaitement aligné alors que je suis bien en position, eh bien, j'aurais été gêné parce que lorsqu'il n'y a pas de possibilité de régler la hauteur du point rouge, on doit forcément avoir de quoi ajuster à l'arrière, ce qui n'est pas toujours le cas. D'accord ? Là, c'est le cas aussi sur le contre-exemple que j'ai présenté tout à l'heure, ici. Voilà, un type T1 à hauteur non variable. Et comme la crosse ne permet pas de varier la hauteur, on a une exigence anatomique qui me pose problème. Et là, on va avoir des... Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas un endpoint, peu importe. On est sur des types T1 ou T2, mais qui vont bénéficier de systèmes à hauteur variable. Là, par exemple, on est sur un modèle avec support haut ou support bas, qui me permet de le positionner, là, ici, sur ma GBBR, en avant, et de manière relativement basse, ce qui correspond à ma prise de visée. Donc là, c'est impeccable. Et si je souhaite le positionner plus haut, je change le montage, je mets un montage haut, ce qui me permet d'adapter le Red Dot aux exigences de ma réplique ou à mes exigences personnelles de joueur. D'accord ? Donc moi, c'est ce que je préfère. Pourquoi ? D'abord, on est comme seul point négatif pour moi des T1, T2 que l'on peut voir en repro, il y a uniquement les problématiques d'exigence anatomique si on n'a pas le système de variation de montage et si on n'a pas le système de variation de hausse au niveau de l'appui-joue de la crosse. Sinon, moi je trouve que dans la gamme de prix globale, et presque quelle que soit la gamme de prix, même les moins chers possibles dans les marques les plus bas de gamme, on a toujours une luminosité résistante à n'importe quel ensoleillement. On a des plages de réglage et une possibilité de zérotage. Moi, je n'ai jamais eu ce type de red dot impossible à zéroter, mais peut-être que vous allez me dire pour certains que vous êtes tombé sur des lemons. On a une large focale, un large diamètre d'acquisition qui permet une belle luminosité, ce qui fait qu'il y a moins d'effet de tunnel lorsqu'on vise. Et puis, on va avoir une belle visibilité des cibles au travers, même quand on ouvre les deux yeux. Si vous avez un tunnel noir comme ça, c'est extrêmement gênant. Donc la luminosité et la largeur de la focale est intéressante. Et ce type de technologie apporte cela. Ensuite, eh bien, les T1 ou les T2 sont ultra réalistes. On en trouve mais sur les fusils d'assaut de toutes les nations. Ensuite, avec le montage haut ou bas, on a une adaptabilité anatomique. On a des attaches vissées ou QD ou à grosses vis dites molettes.
Et on va avoir aussi des modèles de qualité ou de qualité moindre, d'accord, dans toutes les gammes de prix, en TAN, c'est-à-dire qu'ils seront TAN en sortie d'usine. Et puis, à titre personnel, je trouve que ça donne un look, voilà, hein, quand je vois là mon PP19, regardez, le PP19 là comme ça, avec son type T1, moi je trouve qu'il a un super look. On est sur un Red Dot, mais moi j'investis très très peu sur les Red Dot. Voilà, mon Red Dot le plus cher, ça va être mon Red Dot de chasse, que j'ai acheté d'occasion, que je vous ai présenté là sur mon AKS 74U, et mon PK Vector Optics. Je ne suis pas du tout fan, moi, des optiques. Je vais avoir une grosse lunette pour mon SVD biello, mais sinon, franchement, les optiques, c'est pas mon délire. Bien, on arrive à la fin de cette revue. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans les recommandations, je ne suis pas là-dedans. Simplement, je me suis dit, bon voilà, ça fait quand même un bout de temps que j'utilise des Red Dot. Je vais confier à ma communauté mes petites réflexions. N'hésitez pas à enrichir vos expériences, à proposer d'autres types que je n'aurais pas, moi, testé, parce que c'est uniquement ce que j'ai testé. Je n'ai pas dit, voilà les Red Dot, c'est ce que moi j'ai testé. Il y a d'autres Red Dot, comme par exemple la COG, que j'ai joué à une époque de ma vie, même sur les répliques russes. J'ai souhaité ne pas en parler, parce qu'on était vraiment en dehors de mon champ d'expertise. Donc je laisse éventuellement aux US le soin de parler des types de Red Dot qui sont exploités, on va dire, dans le champ US, mais ça peut être aussi dans le champ français, ou ça peut être les répliques sur d'autres nations. Hein. Il n'y a pas que l'US et le russo, bien sûr. Donc n'hésitez pas à faire vos apports, je compte sur vous. C'est fondamental que chacun... Le sujet, c'est pas de critiquer, c'est d'apporter, en disant, voilà, moi, j'ai observé, moi, mon truc à moi, c'est ça. Ce serait un vrai kiff pour moi si chacun disait, moi, mon préféré, c'est celui-là pour telle raison. Moi, mon préféré, c'est celui-là pour telle raison. Plutôt que de me dire pourquoi tu préfères ci ou ça, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas le sujet d'être d'accord. Dites-moi plutôt, moi, mon truc hyper hypé, moi, mon truc à moi, je jure que par ce truc-là pour telle raison. Et au moins, c'est argumenté, ça apporte à la communauté. Bon. On arrive à la fin de cette revue. Ça a été, comme d'habitude, un plaisir de partager avec vous. On va bientôt se retrouver sur CR3, les jours approchent à grands pas et le froid nous prend de plus en plus. J'hésite à peut-être vous présenter mon ensemble de gear, puisque ça y est, je l'ai choisi pour cette OP. Je ne sais pas si je vous le présente après pour vous en faire un rétex ou si je vous fais une présentation un petit peu avant pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse, bah, dites-le moi dans les commentaires et puis je verrai si je peux faire ça. D'accord ? D'ici là, bah, écoutez, n'oubliez pas qu'on pratique un loisir. D'accord ? Donc dès qu'on s'est mis en sécurité, on se fait plaisir et puis on ne se prend pas la tête. Allez, au revoir.